Eh bien, bonsoir et un grand merci à vous d'être présents pour ce live. Ça fait chaud au cœur. Tout d'abord, je voulais remercier la maison d'édition Libre de Lire qui a permis la publication de la réalisation de cette tribune. Je la remercie d'autant plus qu'elle a édité mon premier roman dont nous allons parler ce soir, Les larmes de cristal. Pourquoi ce titre? Cristal est le surnom d'un des personnages clés du livre, surnommé ainsi pour ses beaux yeux bleus très clairs. D'ailleurs, si vous regardez bien, je m'approche, vous verrez, j'ai exactement les mêmes. Alors, j'espère que vous allez bien pouvoir regarder les larmes de cristal. J'essaye de caler un peu le... Voilà. Voilà le livre. Vous remarquerez la photo. C'est une photo pour ceux qui connaissent de la baie d'Along, et ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une photo de la baie d'Along. La baie d'Along, c'est au Vietnam. C'est un endroit magique, féerique, plein de gros rochers comme ça qui émergent d'une eau relativement claire et plate, et où il fait bon se balader au fil de l'eau sur une jonque euh, sympathique. Voilà, l'arrière, la couverture. Alors, pourquoi ce nom, les larmes de cristal? Ça aurait pu être le parfumeur, le parfum d'Ophélie, peut-être plus en rapport avec l'histoire. Euh, D'ailleurs, j'ai une question qui me vient tout de suite, une question de Louis de Crévire. Euh, Pourquoi le Vietnam? Vous voulez nous faire voyager. Et effectivement, mon propos, lorsque j'écris des livres, c'est de faire voyager les gens. J'aime bien les emmener en balade, leur faire découvrir des paysages que j'ai moi-même découverts et qui m'ont inspiré des histoires que je veux leur faire partager dans des moments d'évasion et de plaisir. Donc j'essaye d'y mettre un petit peu les ingrédients qui vont donner de l'émotion aux gens et à l'envie de voyager eux-mêmes d'ailleurs, et qui sait peut-être même envie d'écrire leurs propres histoires. Alors je regarde en même temps parce que c'est pas facile de suivre en même temps les bonsoir à tout le monde. Donc je vois Moon, bonsoir Christelle. Voilà, j'ai pas, je connais pas je vous vois pas moi, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Donc je reviens sur cette baie d'Along. Tout ça pour vous dire que cette histoire donc, est née au Vietnam lors d'un voyage que j'ai fait. Et puis, ça m'a donné une idée de roman, notamment lorsqu'on a visité donc, la ville d'Hanoï, qui est une ville, une capitale énorme, qui grouille d'individus tous sympathiques sur leurs scooters, roulent sur les trottoirs. Enfin, c'est vraiment exceptionnel, on ne voit pas ça en Europe. Et tout aussi exceptionnel, la distribution du réseau électrique, pleine de câbles, pleine rue, en pleine lumière, enchevêtrés, qui passent, qui surplombent la rue, qui traversent la rue, et donc il n'y a aucun compteur électrique visible. Donc je me demandais comment les gens pouvaient se raccorder sur ce genre d'installation. Et puis, au fur et à mesure des jours qui sont passés, m'a germé l'idée de faire un roman sur une nouvelle électrification du Vietnam qui passerait par des contrats internationaux dont la France serait évidemment partie prenante. Et donc, l'histoire a commencé un peu comme ça. Et autre chose aussi, lorsque nous sommes allés faire cette petite escapade sur la baie d'Along, nous avons pris une jonque, une grosse jonque, hein, pas la barque, je vais pas ramer, hein, une grosse jonque à moteur, et nous avons parcouru une partie de cette mer qui s'appelle la baie d'Along.
Alors, je regarde s'il y a des questions en même temps, parce qu'il faut tout suivre. Et je vais essayer. Voilà. Alors, excusez-moi, je dis bonjour aussi en même temps à Pauline qui vient de nous rejoindre, à Gilles, à Laurence Baranski, à Sabrina, à Christelle, je l'ai déjà dit, à Jean-Marc Alouette. Salut Jean-Marc. Et ça me fait plaisir, ça me fait encore très très chaud au cœur de voir toute cette assistance dont je connais quelques personnes et d'autres qui sont inconnus, mais qui eux vont me connaître par cette discussion qu'on peut avoir ensemble. Alors, je continue donc cette idée donc de petite croisière sur la baie d'Alon, où a germé les connexions entre ces fils électriques et, la petite croisière donc en bateau. Et je me suis dit que c'était certainement propice à une rencontre secrète entre des gens qui voudraient faire un marché secret. Et c'est comme ça que j'ai pu associer donc les idées de faire un roman qui mêlait une histoire d'amour, d'espionnage, avec du suspense, et donner un peu envie aux gens de lire ce livre. Alors, Louis Le Crévire, toujours une question intéressante. Alors, il me dit, alors c'est un roman touristique. Eh bien, pas du tout, parce que pendant cette petite balade sympathique, non seulement j'ai eu des idées pour l'écriture, mais je me suis entraîné à la pêche à la ligne, à la palangrotte. J'ai visité, et je en parle dans mon livre, j'ai appris plein de choses sur l'élevage des huîtres perlières, avec, pour celles qui sont intéressées, une petite, comment dirais-je, exposition sur les différentes perles qui existaient. Donc, une question de Laurence, c'est votre métier, l'électricité et les gros contrats internationaux? Bah, pas du tout, c'était pas du tout mon métier. Moi, j'ai jamais été dans l'électricité. J'essaie de me tenir au courant de tout, mais je n'ai jamais travaillé à l'EDF. Alors, il y a Laurence qui rajoute, ou alors l'espionnage. Ah, alors là, c'est une question sympathique, mais je ne pensais pas. Vous m'avez reconnu. Je ne savais pas que vous pourriez reconnaître un espion de la côté obscur de la force. Je ne savais pas. Alors, donc, maintenant que je suis démasqué, ce que je vous demande, c'est la plus grande discrétion parce que je ne voudrais pas que ça se sache un peu trop. Alors, j'en profite pour dire bonsoir à Angéline qui vient de nous rejoindre. Et je continue. Bonsoir Laurence aussi. Voilà, mais j'ai du public ce soir. Bonsoir Willy. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Donc où est-ce que j'en étais J'en étais sur la baie d'Alon et le périple se continue. Une fois qu'on a fait la baie d'Alon, nous sommes partis sur le Mékong. Et là, j'ai découvert, et ce personnage m'a inspiré, une batelière charmante, belle, avec des longs cheveux noirs, une longue robe jaune, qui nous emmenait au travers de ce fleuve euh, boueux, un peu glauque, tout bordé de palmiers de chaque côté. Et c'est une personne qui m'a inspiré un des personnages de ce livre. Et si vous me faites la gentillesse de le lire, bah, vous verrez que c'est une personne qui gagne à être connue. Et d'ailleurs, tous les Vietnamiens sont des gens sympathiques. La population du Vietnam, et c'est ce qui m'a aussi plu dans ce pays, est une personne, est faite de personnes sincères, authentiques, non calculateurs, généreux. Et franchement, je vous souhaite d'aller dans ce pays pour rencontrer ces gens-là. Je profite de saluer Yves aussi, qui vient de nous rejoindre, et Dany, qui nous salue aussi. Tia est là également. Je retrouve tous mes collègues, tous mes confrères de Libre de Lire, et franchement,
Ça me fait vraiment plaisir de vous savoir derrière l'écran. Même si je ne vous vois pas, sachez que j'apprécie beaucoup cette solidarité dont vous faites preuve pour venir me soutenir dans cet exercice ô combien difficile. Vous verrez quand ce sera votre tour. Alors, où en étais-je sur ce livre? Donc, un livre qui va mélanger. Bonsoir Jacques. On n'a pas encore eu l'occasion d'aller au golf, mais peut-être qu'un jour on pourra taper la balle ensemble. Je sais que tu joues au golf. Donc j'attends vos questions. Il y en a auxquelles j'ai déjà répondu, mais je vais continuer donc sur l'explication de mon roman. Alors ce roman, il y a trois axes. Comme dans un roman, les gens aiment retrouver une petite dose d'amour, une petite dose de suspense, une petite dose d'érotisme, une petite dose d'intrigue, une petite dose d'enquête, une petite dose de mystère. Bien, j'ai essayé de mettre dans cette dans ce livre tous les ingrédients de l'amour, parce que je pense qu'on en a besoin, même si c'est quelque chose qui ne dure pas forcément éternellement. On aime partager l'amour des gens, l'amour avec ses proches, l'amour avec même des personnages, et on aime transposer sa vie ou la voir transposée dans des rêves qu'on n'a pas forcément. Et on aime, et moi c'est pour ça que j'aime la lecture, c'est pour m'évader, pour partager des événements, des aventures que peut-être je ne vivrai pas moi-même, mais qui m'emmènent dans des horizons particuliers, notamment dans ces périodes de confinement où on a plus de possibilités de lire des ouvrages. Espionnage, pourquoi? Parce que j'aime bien la géopolitique, j'aime bien la politique également. Alors, il y a une question de Yves, Yves Romillère, qui me demande si mon livre est autobiographique. Alors là, franchement, j'aurais aimé, parce que j'aurais aimé être le personnage principal, le personnage de Paul, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt foncièrement pas gentil, mais qui, par amour, va devenir plutôt gentil, plutôt attendrissant. Donc, non, c'est pas autobiographique, mais j'aime bien, j'aurais aimé aussi vivre ce genre d'aventure, euh, les grands hôtels, les réceptions, les choses que l'on trouve les ingrédients qu'on trouve dans le livre. Et franchement, ça m'aurait plu que ce soit vraiment autobiographique. Euh, Dany me dit que ça coupe souvent. Je suis navré parce que la liaison est pourtant une liaison avec fibre optique. Ça ne devrait pas couper et je m'en excuse. C'est complètement indépendant de ma volonté. Je reprends, donc j'espère que ça ne va pas se reproduire. Dany me dit j'aime votre roman, il était trop court, pour moi j'en aurais bien repris 180 pages de plus. Eh bien, j'ai bien noté que, et ça me fait plaisir aussi hein, de voir que les gens sont arrivés au bout du roman, se disent tiens, si ça avait été plus long, ça m'aurait pas déçu. Eh bien, je prends note pour un prochain roman d'essayer de produire un ouvrage qui peut être intéressant et qui aura encore une durée plus importante pour la lecture de chacun d'entre mes lecteurs. Euh, alors, Louis, toujours, il en est où, James Bond? Eh bien, James Bond, il ne peut plus bouger beaucoup parce que en ce moment, il est confiné, comme vous tous, et il aimerait bien repartir parce que ses sources d'inspiration, c'est quand même les voyages, les images, les sons, les musiques, les personnages que l'on peut rencontrer. Et en ce moment, ce n'est pas facile de pouvoir s'évader, on ne peut pas prendre l'avion, on ne peut rien faire.
Alors, Yves me dit qu'il a une liaison et lui, il a une liaison, mais bon, même si je le sais, je ne vais pas en parler ce soir parce que c'est complètement confidentiel. On ne va pas dévoiler non plus la situation de chacun des personnes qui sont présentes ici. Alors, Dany me demande si j'ai d'autres livres qui attendent dans des tiroirs. Oui, effectivement, je suis en train d'écrire un livre aujourd'hui sur un sujet complètement différent, puisque ça va aborder les expériences de mort imminente, c'est-à-dire ce qu'on appelle EME pour les scientifiques, avec tout ce que ça peut comporter comme subjectivité et peut-être aussi des choses personnelles. Certains, même des scientifiques, y croient et d'autres sont complètement incrédules, sauf ceux qui témoignent d'être allés aux portes de d'au-delà et qui nous rapportent des témoignages dont je me fais écho et qui me servent dans mon prochain livre au travers d'un personnage qui s'appelle Théo, qui est un jeune lycéen qui a un accident et cet accident va l'emmener dans des aventures dont il n'imaginait pas vivre au cours de son existence. Voilà, en ce qui concerne, mais je ne vous en dis pas plus. Tiens, me demande si j'écris surtout la nuit ou n'importe quand. Oui, j'écris n'importe quand. Je suis un peu un écrivain feignant. Donc, quand ça me chante, j'ouvre l'ordinateur et puis je peux écrire longtemps. Et puis après, je peux passer longtemps sans rien écrire et reprendre le fil de mes idées et repartir dans le déroulement de l'intrigue et essayer de construire quelque chose qui soit toujours intéressant et captivant pour les gens qui peuvent lire ce que j'écris. J'espère que j'ai bien répondu à Tia. Euh, Jennifer me dit que oui, ou alors il faut s'évader à travers les livres en confinement. C'est exactement ce que je préconise. Euh, se, Se libérer de ces contraintes d'aujourd'hui au travers de la lecture, c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est une évasion personnelle qui permet de ne pas tomber dans des travers pessimistes et de vivre, ou de mal vivre plutôt, ce confinement qui nous est imposé pour on ne sait combien de temps encore. Je profite. Alors, Alain Terrasse me demande si un autre projet d'espionnage est prévu pour un autre pays. Euh, je ne sais pas, Alain, ce que j'écrirai plus tard. J'aime bien effectivement l'espionnage, mais c'était un peu un hasard que je m'oriente. J'ai pas de style particulier d'écriture. J'aime bien être plutôt éclectique, parler un petit peu de tout. J'ai un faible quand même pour les romans policiers parce que j'aime bien les auteurs comme Harlan Coben, j'aime bien ces choses-là, et je suis aussi un fan inconditionnel de Guillaume Musso ou de Lévy, parce que je trouve que leur talent de nous emmener en voyage dans des situations abracadabrantesques est vraiment formidable et nous permet de nous vider la tête et de partir en voyage sans quitter notre fauteuil. Donc je suis vraiment un inconditionnel de ces gens-là et je peux écrire ou j'essaye d'écrire des choses différentes, mais toujours avec ce côté aventure, avec ce côté un peu fleur bleue des fois sur l'amour, parce que c'est quand même le plus beau sentiment de la vie, de notre vie actuelle. Alors, Pauline me dit que on dirait que vous menez des travaux de recherche colossaux, notamment dans les domaine militaire, la sécurité. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, c'est oui et non la réponse, parce que je trouve que lorsque moi j'écris, j'essaye de ne pas être pris en défaut
dans des affirmations ou dans des citations ou dans des situations qui sont invraisemblables et qui ne sont pas crédibles. Donc, je fais quand même pas mal de vérifications pour ne pas écrire des bêtises, parce qu'il n'y a rien de plus idiot que d'écrire des bêtises. Donc, oui, je fais pas mal de recherches, mais je ne suis pas, ou j'ai été militaire comme tout le monde, mais je n'ai pas fait une carrière de militaire importante, si ce n'est dans ma jeunesse en coopération, où j'ai eu la chance d'aller à Tahiti et où j'ai pu constater d'ailleurs que les vaïnés n'étaient pas vraiment celles des cartes postales et que c'était plus près de la femme normale que de la gravure de mode. Euh, Comment on choisit les noms et prénoms de ces héros Alain me demande. Alors là, c'est de l'invention pure, sauf une attention particulière dans la datation des noms ou des prénoms, surtout des prénoms. Lorsqu'on écrit, enfin, lorsque moi j'écris, je fais attention de ne pas appeler un jeune actuel, de ne pas l'appeler Marcel, parce que Marcel, c'est pas très actuel, et ça décrédibiliserait un petit peu le bouquin. Donc, j'essaye de faire attention à cette chose-là, mais sinon, lorsque ce sont des personnages un petit peu étrangers, ben, je mets des consonances étrangères, américaines notamment, ou vietnamiennes pour ce qui est du livre Les larmes de cristal. Mais c'était une question intéressante parce que j'y fais attention aussi. Ça me semble important dans la façon de pouvoir embarquer les gens à me suivre dans un récit qui ne soit pas entaché de choses pas vraies ou de choses qui seraient incongrues ou contradictoires. Alors, Angélique, Louise, allez-vous mentionner les personnages de votre premier roman dans vos prochains romans, en un clin d'œil? En fait, l'idée était de faire une suite euh, à à ce premier livre, en reprenant un peu des personnages, et j'ai commencé comme ça, et puis je vais redonner un petit peu l'idée pour créer des choses nouvelles, mais effectivement, dans ce livre-là, je me sers un peu de personnages, enfin un personnage qui était présent dans le livre précédent, enfin dans le livre actuel, on va dire, mais je ne continuerai pas dans cette voie-là, parce que je veux aussi pouvoir ne pas être prisonnier d'un personnage ou d'une saga, et j'espère pouvoir changer facilement d'horizon et écrire plutôt des choses différentes. Ah, Monsieur Jean-Marc Algouet, ma femme et moi avons adoré le roman. Pouvez-vous me donner une suite? Bah, c'est un petit peu la même question que la première. Oui, c'est une suite parcellaire avec un dénouement complètement différent. Mais bon, ça répondra partiellement aux deux questions précédentes. Et voilà. Alors, Yves me dit que il reprend plutôt l'idée de mon roman actuel que je suis en train de terminer. Il me dit que le ME, c'est un sujet hypersensible en ce moment. C'est sûr, parce que qui d'entre nous ne se pose pas la question qu'est-ce que je vais trouver derrière le miroir quand ça sera mon tour? Et il y a toute cette question de déontologie, il y a cette question religieuse, il y a cette question d'éthique, il y a cette question médicale. Et c'est vrai que l'autre jour, je regardais une émission concernant ce sujet. Il y a plusieurs millions de gens dans le monde qui ont attesté avoir subi une expérience de mort imminente et qui, sous contrôle médical, redonnent leur ressenti de ces retours et les scientifiques essayent de vérifier par des expériences factuelles les dires de ces personnes et
malheureusement, aujourd'hui, personne n'est encore vraiment mort et est revenu de cet état de mort. Il y a certainement des gens qui ont été limites, mais et c'est justement ces expériences d'EME dont on fait état, mais quand on est mort, on est mort. Alors après, moi je ne réponds pas non plus à la question qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est quelque chose de tellement personnel que je ne peux pas me permettre de froisser des gens d'ailleurs, et puis d'inventer des choses que je ne connais pas et qui ne sont absolument pas démontrables dans l'état actuel parce que qui a rencontré Dieu aujourd'hui, qui ne l'a pas rencontré, qui est croyant, qui ne l'est pas. Quand on voit ce que ça peut apporter comme lot de haine et de violence à l'heure actuelle, on n'a qu'à se référer aux derniers attentats, la religion, c'est un sujet hyper sensible et je me garde bien d'y mettre les pieds. Alors, je regarde les questions qui arrivent. Alors, toujours une question de Louis. Pour les larmes, pourquoi on devrait lire ton livre? Ben, parce que ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien de pleurer, même quand on est un bonhomme, ça fait du bien de pleurer. Et j'ai lu certains livres de mes collègues actuels, là, qui me font d'ailleurs l'honneur d'être parmi nous, et certains m'ont amené les larmes aux yeux parce que quand on provoque de l'émotion, eh bien, ça fait monter les larmes. Et même si c'est pas très viril et qu'on veut peut-être se cacher de larmoyer sur un événement ou sur une lecture, eh bien, ça fait partie de la vie. Et quand on est ému, et vraiment très ému, eh bien, on a les larmes. Et je trouve que c'est pas mal non plus de se laisser aller, d'être authentique, de, de laisser parler son organisme. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question, Louis. Alors, Yves me demande quelles sont mes références. Bah, j'en ai plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, j'aime, euh, j'aime des choses, par exemple, un de mes premiers référents, ça a été Barjavel. C'était un de mes premiers romans quand j'étais jeune. J'ai lu La Nuit des Temps et j'ai été scotché par l'histoire et par cette description d'une société où tout était permis jusqu'à 30 ans et après, on te supprimait parce que ça devenait anti-économique de te garder plus longtemps. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué et c'est des gens comme ça qui font, qui me servent aussi un peu de référence, mais dans mes lectures, je suis très éclectique. Je suis bon public en fait. J'aime bien toutes sortes de récits, de romans, d'histoires. Tout à l'heure, j'ai parlé de Musso, j'ai parlé de Lévy, mais je peux parler aussi de Boris Vian. J'ai adoré l'arrache-cœur de Boris Vian. Il y a plein de gens comme ça que je ne vais pas tous les citer, mais j'aime lire aussi. Euh, les ouvrages des autres et j'aime lire les ouvrages de mes collègues. J'ai commencé à lire, je n'en ai pas encore lu beaucoup parce que la chance de la maison d'édition Libre de lire, c'est d'avoir aujourd'hui plus de 90 auteurs. Donc, je n'ai pas réussi encore à lire les 90 livres, mais je m'y attelle et je prends beaucoup de plaisir. Alors, est-ce que alors, Tia me demande, quand tu commences à écrire un roman, connais-tu déjà la fin? Eh ben, contrairement à beaucoup peut-être de mes confrères, non, je déroule le fil de l'histoire au fur et à mesure et je ne sais jamais où ça va m'emmener.
Et je trouve que c'est peut-être ce qui est fabuleux pour l'auteur, c'est justement de ne pas connaître. Alors le début, on le connaît, le cadre, on le connaît, mais comment va se dérouler l'histoire, ça, c'est le mystère de l'écriture. C'est pour ça que des fois, je peux écrire très longtemps, et puis des fois, je touche pas au clavier pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, parce que ou j'ai pas l'inspiration, et puis si on n'a pas l'inspiration, eh bien on reste devant l'écran et on n'avance pas. Donc je ne connais pas jamais la fin de l'histoire, mais je la vis, j'essaie de la vivre en même temps que je l'écris. Voilà. Et c'est ce qui me porte à continuer à écrire le livre, à écrire l'histoire. C'est justement avancer, laisser l'esprit déterminer dans quelle direction il va, l'imagination, comment elle se développe, comment on ne la contrôle pas, justement. Et le tout, c'est de la. Enfin, ce que j'essaie de faire, c'est de la capter, de la mettre en forme pour qu'elle soit agréable, compréhensive pour un lecteur. Alors, Christelle, bah, j'ai déjà répondu. Quel est votre prochain projet littéraire? Alors, je vous donne le titre, si vous voulez. Il s'appelle Le Grand Voyage. Et donc, vous pourrez peut-être faire le rapprochement, mieux que Les Larmes de Cristal. Le Grand Voyage, c'est un grand voyage. Alors, inspirez-vous des personnes que vous côtoyez dans vos personnages. Ouais, ça serait un peu prétentieux. Non, j'inspire j'inspire personne. Euh, J'essaye d'être moi-même. Euh, Lorenzo Robert, qui est un pseudonyme d'ailleurs, parce que c'est évidemment pas mon vrai nom. Euh, et je ne me cache pas derrière, mais j'essaye de faire le distinguo entre Lorenzo Robert, le romancier, l'auteur, l'écrivain, et la personne que je suis dans la vie, euh, peut-être assez proche de Lorenzo Robert, mais somme toute différente quand même. Alors, les références littéraires, ciné, bah, j'ai déjà partiellement répondu. Une autre question de Jean-Marc. Est-ce que votre entourage, famille, amis, vous influence dans vos récits? Euh, oui, ça peut arriver, mais j'essaye de pas non plus trop me laisser influencer par des gens proches de moi, parce que on n'est jamais à l'abri aussi d'un impair, et je ne veux pas, encore une fois, froisser les gens. J'écris pour mon plaisir, j'écris pour donner du plaisir, et je ne veux pas tomber dans l'excès inverse où des gens se sentiraient attaqués ou frustrés ou stigmatisés ou simplement évoqués dans un personnage. Alors, j'avoue que quelquefois, ça me titille un peu de me servir de connaissances pour développer un peu un sujet particulier, mais j'essaye jamais comment dirais-je, de, de transcrire quelque chose qui peut être reconnu facilement par ces gens-là et qui pourrait les mettre mal à l'aise. Alors, Angéline Wittmer me dit EMP, expérience de mort provisoire. Oui, c'est un peu ça. C'est une mort imminente, mais qui n'est pas encore la mort. Donc, ça nous laisse d'ailleurs, comment dirais-je, des choses à l'esprit. Ces gens-là racontent qu'ils revoient toute leur vie en quelques secondes. Donc voilà, je me demande de combien de secondes parce que les gens qui ont eu une longue vie bien remplie, ça doit durer plus longtemps que ceux qui ont eu une vie courte et pas très fournie. Euh,
Alors oui, Alain me dit, Alain Terrasse me dit, dans ton livre à venir sur les OME, aurais-tu des témoignages à nous offrir et peut-être y inclure les versions officielles des religions. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué de mettre le doigt dans cet engrenage qui, ne serait-ce que quand on voit ce qui s'est passé avec les caricatures de Mahomet, ça déchaîne des foules, mais pas qu'en France, ça déchaîne des foules mondialement. Donc, rentrer dans ce sacré, euh, je ne veux pas m'y lancer. Et en plus, c'est complètement subjectif. Qui suis-je, moi, pour dire quelle religion est la vraie et l'autre d'à côté n'est pas forcément la vraie? C'est quelque chose dans lequel je ne veux pas aller. Alors, bonjour Annie. Annie me dit, ouf, j'arrive. Merci. J'essaie de recadrer en même temps mon écran. Euh, alors, Louis me dit bonne réponse, ça donne envie. Alors, je ne sais pas, en fait, j'ai tellement déjà répondu à différentes choses, je ne sais pas quelle est la bonne réponse et à quelle bonne question. Ce que je veux vous dire, c'est euh, je ne m'attendais pas à un tel échange, euh, une telle avalanche de questions, euh, toutes différentes les unes des autres. Et c'est un exercice compliqué que de pouvoir répondre à chacun comme il voudrait. Et là, bon, ça va un petit peu mieux, je vous le dis, parce que dans les premières secondes, j'étais beaucoup plus tendu que maintenant. Et là, je, je respire un petit peu. En fait, je vois que les gens sont pleins de bienveillance, pleins de gentillesse, et ça me conforte beaucoup. Euh, Annie dit la fin de l'histoire est une récompense pour l'auteur. Si tu parles, Annie, de la fin de l'histoire des larmes de cristal, je pense que oui. On peut dire que il est récompensé et que ça lui aura permis de changer sa vie. Euh, alors, Laurence me pose une question auquel je n'ose pas répondre parce que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu feignant. Les larmes de cristal, je l'ai écrit en 3 mois. Euh, Parce que lorsque je suis rentré de ce voyage au Vietnam, j'ai ouvert l'écran et je me suis dit, voilà, les larmes de cristal, bah, maintenant que tu as l'idée de l'écrire, bah, tu vas l'écrire. Et j'ai pas mis longtemps pour l'écrire. J'ai mis plus de temps pour le relire, pour vérifier les fautes d'orthographe, parce qu'il y en avait. Hein. Vérifier les fautes d'orthographe, vérifier la synchronisation des événements pour voir s'il n'y avait pas de choses anormales. Donc là, j'ai mis beaucoup plus de temps. Et puis après, j'ai mis aussi un petit peu de temps pour l'envoyer à des éditeurs, parce que c'est toujours compliqué d'envoyer comme ça. C'est comme une bouteille à la mer. Tu envoies une bouteille, et puis un jour, elle arrive sur un rivage, et puis quelqu'un la prend, l'ouvre, enlève le petit papier qui est à l'intérieur, et puis ce petit papier lui plaît, et il t'appelle au téléphone. Et ça, c'est un moment merveilleux que je souhaite à beaucoup de gens, parce qu'il n'y a rien de plus encourageant pour un auteur que d'avoir un lecteur. Euh, donc, comment viennent les débuts de romans? Eh bien, en fait, je pense qu'on peut partir d'une idée, pratiquement n'importe quelle idée. On peut traiter de sujets graves avec des involtures ou l'inverse, avec des involtures des sujets graves. Euh, et la vie actuelle euh, nous offre tellement d'occasions de pouvoir développer des idées sur des événements, sur des faits de société, il y a énormément de sujets et il suffit de s'emparer d'un de ces sujets et
en se mettant à son clavier ou à son cahier, on arrive avec son imaginaire à développer quelque chose qui sera intéressant ou pas intéressant, mais on arrive à avoir des idées, même si on n'a pas forcément le tenant et les aboutissants. Parce que si on avait le tenant et les aboutissants, ça serait facile. Ça serait plus vraiment un roman. Et on aurait, un jour, quelqu'un m'a dit, si lire un livre, c'est prendre le dictionnaire et puis lire le livre, où est le plaisir, où est l'émotion. Donc voilà, c'est en laissant parler ses sentiments, en laissant parler son cœur, je pense qu'avec n'importe quel sujet, on peut faire une belle histoire. Et la preuve en est, j'ai lu des super belles histoires dans ce que j'ai rencontré dans les quelques livres. Là, j'en ai lu 6 pour l'instant, mais je vais continuer et je suis certain que je vais découvrir, et c'est un peu le sens de ta question, on peut faire des livres avec n'importe quel sujet, parce que les 90 personnes qui composent les éditions libres de lire ont écrit toutes 90 histoires différentes. Et donc, on peut très bien, et en plus, c'est vraiment super bien écrit. Euh, oui, alors c'est ça, l'histoire elle se construit sous la machine à écrire. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je finalise, enfin j'essaye de finaliser le roman Le Grand Voyage, et ben, voilà, j'ouvre l'ordinateur et j'essaye d'arriver au bout de mon histoire, ce qui n'est pas toujours évident parce que euh, on n'est pas forcément content de ce que l'on écrit, et donc on vide la page, on l'efface, on en recommence une, et à un moment donné, il y a un déclic. D'une page qu'on a écrite, s'enchaîne une deuxième et une troisième, et on est surpris d'écrire 10 pages de suite, 20 pages de suite, alors qu'on a séché plusieurs jours sur la suite de l'histoire. C'est comme ça, c'est des mystères, enfin ce qui me concerne, c'est des mystères de l'écriture. Euh, En fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours moi qui écris, et j'ai écouté, comment dirais-je, mon ami Olivier Duquers avant-hier qui faisait l'exercice avant moi, et donc lui disait qu'il était plusieurs dans sa tête, et je pense que moi je n'ai pas plusieurs, mais on est au moins deux. Il y a moi et puis et l'autre. Voilà. Donc c'est l'autre qui écrit, c'est pas forcément moi. Laurence me dit l'ordinateur. Ah oui, c'est un bel outil, l'ordinateur. Est-ce que tes proches lisent mes livres? Eh bien, j'ai la faiblesse de leur laisser lire le scénario pour recueillir leur avis. Pas en tant que critique de l'histoire, mais j'ai surtout envie de savoir si, euh, s'ils ont ressenti justement des émotions. Et pour faire le corollaire avec ce que disait Olivier dans la déclamation du code de libre de lire, c'est que j'essaye de percevoir si les personnes de mon entourage ont eu envie de tourner les pages et pas s'arrêter. Parce que c'est ça qui m'a plu lorsque j'ai lu la charte de libre de lire, c'est pour ça que je leur ai adressé le manuscrit, parce que c'est comme ça que moi, en tant que lecteur, je perçois un livre. J'ai envie que ça ne s'arrête pas, et je comprends Dany qui me dit j'en aurais bien pris pour 180 pages de plus, parce que c'est sûr que je suis aussi un peu frustré, mais je la rassure, même si c'est 300 pages, je suis aussi frustré qu'au bout de 300 pages, que ça s'arrête. Donc, le leitmotiv, c'est que les gens aient envie de tourner les pages et aient envie de lire et de partager l'histoire que j'ai écrite pour eux, en fait. Alors, Yves me demande, as-tu déjà été élu par tes écrits? Vis-tu émotionnellement des histoires? Ça m'est arrivé dans Hérésie et Hérétique, même mon prochain. Oui, c'est lorsque j'ai écrit certains passages des Larmes de cristal, euh,
certaines lignes m'ont amené à moi une grande émotion. Parce que pour ceux qui liront ce livre, il y a des passages où voilà, on est un petit peu secoué de la façon dont se conduisent les gens. Mais bon, je ne parle pas que du mien, je peux parler d'autres personnages. Je viens de lire récemment le bouquin de Frédéric Huggin, euh, Le secret du sexe déchu. Je peux vous dire qu'il y a des passages que ça remue aussi. Donc, oui, c'est, on, on est quelque part un peu aussi habité par les personnages que l'on met en scène. Et forcément, on a des émotions en écrivant ces passages-là. Alors, Christelle, oui, le livre préféré quand j'étais enfant, oh, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais je disais tout à l'heure, celui qui m'a marqué le plus, c'était La Nuit des Temps de René Barjavel. J'étais pas vieux quand j'ai lu ça, mais après, bon, j'ai lu tous les petits livres habituels que tous les gamins lisent. Euh, le Comte de Monte Cristo, les choses comme ça, j'ai trouvé ça Les Misérables. Voilà, ça, c'est des livres qui ont aussi marqué ma jeunesse. Mais il y en a plein. Quand on est enfant, on lit beaucoup plus que quand on est adulte, parce que peut-être qu'on a plus de temps, peut-être que de mon temps, justement, les parents achetaient à leurs enfants des livres. Alors qu'aujourd'hui, on leur achète une tablette, on leur achète un téléphone portable, on leur achète pas forcément des livres. Donc peut-être que dans notre génération, on a été plus favorisé, plus choyé et peut-être quelque part mieux éduqué que actuellement. Et Dieu sait si j'ai des enfants. C'est pas toujours simple de cadrer les gens, de leur éviter des faux pas, et on s'aperçoit que chacun fait un peu ce qu'il veut, et que la vie, c'est ça, c'est la liberté. Alors pourquoi avoir choisi? Alors ça, c'est une question que j'avais répondu avant de la voir à la terrasse. Pourquoi avoir choisi un livre de lire comme éditeur? Voilà, parce que sa charte à lui, c'est choisir des gens qui écrivent des livres dont on n'a pas envie d'arrêter de tourner la page pour découvrir quelle est la suivante, et comme ça jusqu'au bout du livre. Et je me suis dit que un éditeur qui avait cette façon de raisonner était forcément un éditeur humain et quelqu'un qui n'était pas là pour forcément référencer des gens hyper connus, mais qui au contraire allait privilégier les belles histoires, des choses comme ça. Et la suite, d'ailleurs, m'a complètement conforté dans cette véracité, parce que voilà, tous les jours que l'on vit, on s'aperçoit que les éditions libres de lire se décarcassent tous les jours, du soir au matin, du matin au soir, pour soutenir leurs auteurs, soutenir leurs écrivains, avec plein d'idées. Et cette idée de ce soir, c'est encore une idée d'Olivier et de Véronique pour faire un live, pour qu'on puisse échanger, pour que les gens puissent se rendre compte ce qu'est un travail d'écrivain. Et aujourd'hui, comme c'est compliqué, avec la fermeture des librairies, avec la fermeture des salons, avec les médias qui relayent pas forcément correctement, les référencements compliqués, les accueils dans les librairies donc impossibles. Voilà, donc avoir des gens comme les éditions d'Immobilier, c'est un choix que je ne regrette pas et que j'espère tous les collègues qui sont et tous les confrères qui sont chez cet éditeur auront la même perception que moi. Alors Angéline Whitmer me dit, saviez-vous qu'un jour écrire, où cela vous est tombé dessus?
Non, je ne savais pas. Je vais vous raconter une anecdote un peu plus personnelle. Euh, Mon papa était ouvrier à la SNCF et j'étais en admiration devant son écriture. Il écrivait non seulement bien, mais la calligraphie était belle. Et malgré qu'il soit ouvrier, à chaque fois qu'il y avait dans son établissement à SNCF, il y avait des départs de cadres, de dirigeants, on venait le chercher et c'est lui qui faisait les discours, qui écrivait les discours pour les départs en retraite, les choses comme ça, et, ou les promotions. Et peut-être que j'ai ça en lui, et peut-être que mon pseudonyme a un rapport avec ça. Voilà. Alors, Jean-Marc Algouette me dit, avec vos dons d'écrivain, c'est gentil, pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire votre premier roman? Eh bien, parce que la vie nous prend. J'ai eu une carrière de directeur commercial avec des horaires compliqués, des déplacements incessants. Et j'ai pas vu la vie passer en fait jusqu'à mes 50 ans. Et même après la période 50-60 a été faite d'autres métiers, mais j'ai pas vu la vie passer. Et donc il faut avoir du temps pour écrire. Et donc je pense que j'ai jamais eu le temps. Et lorsque j'ai eu ce bonheur de pouvoir trouver le temps, c'est-à-dire n'avoir plus rien d'autre à faire que s'occuper de soi, je me suis dit que là, je pouvais assouvir ma passion d'écrire, de communiquer, de partager. Et vous voyez, quand on me lance, j'ai une tchatche infernale. Il ne faut pas trop me lancer parce que je ne m'arrête plus. Je surveille le compteur des minutes en ce moment et je me dis que il faut que je passe à autre chose parce que sinon je vais oublier ce que j'avais à dire dans ma conclusion. Donc il me reste encore 8 minutes. Euh, il y a Alain qui me dit, à la terrasse, qui me dit bravo pour cette communication entre auteurs, j'aime. Eh bien moi aussi, j'aime et j'espère que tous les gens qui auront le bonheur de passer après moi auront le même plaisir de faire cet exercice parce que c'est vraiment sympa et exaltant d'échanger avec des personnes qui comprennent ce que c'est que écrire et lire. Euh, alors, Mylène, bien sûr que je t'excuse, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, l'important c'est que je sache que voilà, tu étais présente et que tu as eu un impondérable. J'en suis désolé, j'espère que ce n'était pas grave. Euh, alors, Christelle Fouix qui me demande comment j'ai choisi le titre Les larmes de cristal. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un jour, je me suis dit, tiens, si j'écrirais un roman Les Larmes de cristal. Le titre me plaisait bien, Les Larmes de cristal, je trouvais que ça sonnait bien. Et d'ailleurs, j'ai eu toutes les peines du monde à essayer de faire coller une histoire au titre, parce que j'avais trouvé le titre avant l'histoire. Donc, j'ai dû trouver une histoire où il y avait des belles larmes et où il y avait du cristal. Donc, cristal étant le surnom de Camille dans le livre, parce qu'elle est belle, elle a des beaux cheveux blonds, des beaux yeux bleus, comme les miens d'ailleurs. Regardez. Et donc, j'ai dû donc orchestrer l'histoire à travers de ça. Mais les titres, à part Le Grand Voyage, où là j'avais plus une vision d'un voyage, donc j'ai écrit pareil, j'ai fait le titre avant, Le Grand Voyage, et après j'ai développé l'histoire. Parce que j'avais déjà, par contre, cette idée de faire voyager quelqu'un et de l'emmener dans des péripéties et dans euh, un long déplacement déjà avant d'écrire le livre. Voilà. Mais généralement, on écrit le livre et on trouve le titre après. Et c'est pour ça qu'en préambule, je disais que ça aurait pu s'appeler Le parfum d'Ophélie ou Le parfumeur. Euh, et vous saurez pourquoi si vous me faites l'honneur de livre ce livre.
ce livre, pardon. J'en bafouille maintenant, il faudrait que je boive un petit peu d'eau. Euh, Yves me dit j'ai hâte. Euh, alors, ah bah, alors maintenant j'ai même des gens qui m'adorent. Alors là, je vous ai dit que j'étais aussi un peu sensible, hein, donc faut pas trop me violenter comme ça non plus, hein. Euh, alors, alors, il y a Frédéric Huguin qui me demande comment je travaille la partie réécriture après le premier jet. Ben, consciencieusement, on va dire, parce que euh, je relis donc de la première page pour vérifier donc les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. J'essaye en lisant, même si je lis en travers pour aller plus vite, j'essaye de regarder surtout la synchronisation des événements. Et je vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie. Après, je la lis aussi souvent à voix haute pour bien m'imprégner des mots que je dis, que j'écris, et ça m'aide beaucoup pour essayer d'être cohérent et ne pas avoir trop d'ennuis pour arriver au bout du livre. Voilà. Il nous reste que peu de temps. Je voulais ne pas partir avant de vous remercier d'abord d'avoir accepté cet échange avec moi. Et je voulais donc vous remercier donc encore une fois de votre présence, de la qualité des échanges que nous avons eus. Et j'espère que ça donnera donc un certain le goût de lire ce livre et à d'autres l'envie d'en parler. Mais je voulais, avant de clôturer cette tribune, cette petite interview, vous présenter la personne qui prendra la suite dans quelques jours, euh, dans le même exercice que celui que Olivier et moi venons de faire. C'est Cédric Plouvier, qui est un auteur de Libre de lire également, et qui vous parlera de son Pax Theorum, et qui vous emmènera dans la Rome antique. Voilà, donc je ne voulais pas vous quitter avant d'avoir eu cette pensée pour lui, à qui je souhaite beaucoup de plaisir aussi, à en prendre autant que moi, parce qu'en fait, le tout, c'est de se lancer, en fait. C'est pas, c'est pas le faire, c'est se lancer et puis laisser aller. Et ça se passe bien parce que on n'a que des gens agréables et c'est vraiment un vrai plaisir de parler et de partager avec un auditoire tel que le vôtre. Alors voilà, je voulais donc vous souhaiter une bonne soirée à tous et toutes. Vous pourrez retrouver, je pense, Olivier m'a dit, le live euh, dans dans vos boîtes Facebook, parce que c'est le sorcier, hein, Olivier. Il va tout faire pour remettre tous les lives à tout le monde dans chacun de nos Facebook respectifs. Euh, donc je voulais vous souhaiter une bonne lecture, de bonnes lectures aussi, pas seulement la mienne, mais tous les livres des auteurs libres de lire. Et puis, par ces temps compliqués, eh bien, prenez soin de vous parce que la maladie, le Covid est là et ce n'est pas une chimère. Voilà, bonne soirée et merci encore et à bientôt de vous rencontrer et de vous connaître en chair et en os.